Bon, on se retrouve enfin pour une vidéo que j'avais vraiment hyper hâte de filmer, celle de mon compte-rendu du Hellfest 2025. Je vous l'avais faite en 2024 et ça vous avait plutôt plu, donc on remet ça. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, laissez-moi vous parler quelques instants de notre sponsor du jour, Incogni, le service de suppression automatisée de données personnelles qui vous aide à lutter contre un problème que je rencontre moi-même. Regardez, ça c'est ce que je reçois sur ma boîte pro en seulement quelques jours. Des mails en anglais qui me proposent d'acheter des tondeuses à gazon, des appartements dans le New Jersey ou de faire nettoyer mes gouttières. Et au téléphone, c'est pas mieux. Plusieurs fois par semaine, j'ai une femme en ligne qui commence toutes ses phrases par « Je sais que vous allez vouloir me raccrocher au nez, mais… » Bon bah, elle doit être voyante parce que en effet je lui raccroche au nez et je me passerai bien de ses coups de fil. Et tout ça c'est à cause des data brokers, ces sociétés spécialisées dans la compilation et dans la vente des données personnelles. Et pour ce faire, ils scrutent tout simplement vos réseaux sociaux par exemple et ils récupèrent vos noms, adresses, téléphones ou même des données beaucoup plus sensibles comme votre numéro de carte bancaire ou de sécurité sociale. Ensuite ils les revendent à des entreprises qui dans le meilleur des cas s'en servent pour vous inonder de publicité. Mais dans certains cas ça peut être bien plus grave. On peut avoir affaire à de vrais réseaux d'arnaqueurs qui utilisent vos données personnelles et la connaissance qu'ils se font de vous pour gagner votre confiance, par exemple au téléphone, en se faisant passer pour votre conseiller bancaire et avoir accès à vos comptes. Et c'est là qu'Incogni intervient. Son rôle est de vous rendre invisible en ligne, d'effacer toute trace de votre passage en envoyant en masse des demandes de suppression de vos données personnelles aux data brokers, justement. Alors ça peut prendre du temps, mais en réalité, les data brokers ont tout intérêt à accéder au final aux demandes de suppression d'Incogni parce que ça leur permet de rester dans la légalité et donc de continuer leur activité avec les gens qui, eux, n'ont pas encore fait la demande de suppression. Et tout est automatisé, vous n'avez rien à faire à part à consulter, si vous le souhaitez, l'état d'avancement des demandes de suppression faites par Incogni sur votre tableau de bord sur le site d'Incogni. Aujourd'hui, vous pouvez reprendre le contrôle sur vos données personnelles avec Incogni en utilisant le code NellyKitty via le lien en description et en commentaire épinglé. Il vous permettra de bénéficier de moins 60% de réduction sur l'abonnement annuel à Incogni ainsi que d'une période d'essai de 30 jours durant laquelle vous êtes satisfait ou remboursé. Merci à Incogni d'avoir sponsorisé cette vidéo dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous lancer. Mon Dieu, j'avais trop hâte de commencer en fait. J'ai vraiment trop hâte de vous raconter mon Hellfest. J'espère que ça vous intéresse. Pour moi, c'était mon 3e fest et seulement mon 2e entier parce que la première fois, j'étais allée 15 jours et demi pour prendre la température un petit peu. D'ailleurs, en parlant de température, bon, je pense que vous le savez, il a fait extrêmement chaud, surtout le vendredi. Le vendredi, c'était une dinguerie et pas mal le samedi. Le jeudi, on a crevé aussi, hein. Mais vraiment, c'était pire, vendredi et samedi. Le dimanche, ça allait un peu mieux. Et pour la première fois, j'étais accréditée en tant que média. Donc, j'étais censée aller là-bas pour vous faire du contenu, hein, comme ce que je suis en train de faire là. Et j'ai pu découvrir le fameux espace VIP. Je pense que vous le connaissez tous, hein, puisque les influenceurs, c'est le premier truc qu'ils filment. Donc, la fameuse fontaine avec du sang, une espèce de bassin avec le crâne argenté. Je le connais très bien, ce bassin, parce que justement, pour lutter contre la chaleur, eh bien, je me permettais de profiter de mon privilège et d'aller tremper un petit peu mes pieds là-dedans et ça m'a sauvée. Franchement, le vendredi, ça m'a sauvée. Donc, je suis de tout cœur et j'ai beaucoup plaint les gens qui ne pouvaient pas faire ça. J'espère que vous avez trouvé d'autres solutions. Il y en avait, ceci dit, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. On peut pas se plaindre à ce niveau. Il y a des brumisateurs, il y a des espèces de murs d'eau sous lesquels vous pouvez passer. Après, je vais pas vous dire que c'était simple non plus. C'était dur. Mais c'est pas ce que j'ai retenu, évidemment. Au niveau de la programmation, globalement, il y avait énormément de choses pour moi le jeudi et le dimanche, beaucoup moins vendredi et samedi, surtout le vendredi. Très rapidement, j'ai réalisé que ça allait être une journée assez compliquée pour moi. En tout, j'ai vu 30 groupes. Je compte uniquement les groupes que j'ai vus presque en entier. Il y en a certains que je compte où j'ai raté 2 morceaux, quand même un peu moins que l'année dernière, où je crois bien que j'en avais vu 34. Ah, j'allais oublier. Je vous ai fait un live où je vous parlais de mon running order. J'avais écouté absolument tous les groupes de l'affiche et je m'étais fait mon petit programme extrêmement scolaire et très précis. Je l'ai évidemment pas respecté. Évidemment, vous savez ce que c'est si vous avez déjà fait des festivals. Il y a forcément des choses qui viennent comme ça percuter vos beaux projets. Donc là, on va évacuer juste un truc. Je vais vous citer tous les groupes que je comptais voir et que j'ai pas vu
et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a les groupes que j'ai pas vus à cause de clash, c'est-à-dire qu'ils jouaient en même temps que quelque chose qui m'intéressait plus. Et il y a, je lis, hein, vous me permettez, il y a Poppy, Gutalax, Chargot, Whitechapel, 7 Hours After Violet, Fit for an Autopsy, ça je suis quand même passé vite fait, Ginger, Terror, Vola, Turnstile. Voilà. Je pense que mon plus gros regret, c'est Turnstile, parce qu'on m'en a dit énormément de bien, et peut-être aussi Heilung. Il paraît que c'était vraiment le concert de ce jour-là, que c'était une dinguerie. Ça passait, je crois bien, le vendredi soir, très tard, genre 1h, un truc comme ça. J'ai préféré aller me reposer. Bon, peut-être une erreur de ma part. Ensuite, il y a les groupes que j'ai ratés parce que je suis partie me coucher trop tôt, bah, comme Heilung, hein. Et ou alors lever trop tard, j'ai un peu honte. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, un festival c'est comme un marathon, on peut pas non plus être à fond tout le temps sinon on se grille et ça se passe pas bien. Donc il y a eu des moments où il a fallu faire des choix malheureusement. Et ce que j'ai raté pour cette raison-là, c'est Sun, que j'avais vraiment très envie de voir, Belloré, Black Bile, Calcine, Heilung justement, Vestige, Lunar Tom Fields et Urne. Bon bref, peu importe, parlons des groupes que j'ai vraiment vus. Première catégorie, c'est donc bonne surprise. Ce sont à la fois des groupes que je connaissais et dont j'attendais quelque chose et qui ne m'ont pas déçu, mais également des groupes que je connaissais peu, que j'avais uniquement découvert à l'occasion de l'annonce de la programmation du Hellfest et qui m'ont surprise agréablement. Le premier groupe dont je vais vous parler, c'est un duo français de trap metal et pour le coup, c'était complètement une surprise puisque je n'avais même pas l'intention de les voir. Et je me dirigeais, je crois bien, vers l'espace VIP pour aller tremper les pieds justement parce qu'il faisait très chaud, c'était le samedi. Et en passant dans la Hell City, j'entends un gros bruit de techno, j'étais un peu surprise, je vois des gens qui sont à fond et tout, et au début j'ai eu l'impression que les gens se faisaient une espèce de contre-soirée qui passait de la musique et tout, puis je lève la tête, on était devant un bar, et là je vois une cage, et 2 mecs dans la cage, dont un en train de hurler dans le micro et tout, en plus un peu en mode, c'était écrit un peu metalcore quoi, ou un peu comme les mots core MySpace à l'ancienne, vous voyez, tout pour me plaire. Donc je me suis arrêtée, et j'ai kiffé quoi. Il y avait des mecs qui improvisaient des pogos devant et tout. Enfin, c'était top. C'était sympa. Dans les bonnes surprises, je mets également le groupe de hardcore islandais Une Misère. Il n'est pas français malgré ce nom. C'est bien islandais. J'ai vu ça sous la tente et j'ai kiffé. Bon allez, on va le dire. Le physique du chanteur joue un petit peu parce que même de loin, ça se voyait que c'était du hardcore de go muscu, un peu show off, un peu viens me voir. J'y suis allée. Hein. Je suis allée quasiment front row et je me suis laissée avoir dans l'ambiance, dans la musique. Très bon. C'est du hardcore un peu traditionnel, mais avec des petits relents un peu sludge, assez sombre. C'est du hardcore assez sombre. Et j'ai adoré. Et je jure que c'est pas que pour le physique du chanteur. J'ai beaucoup aimé. Je sais faire quand même la distinction entre les deux. Ensuite, on passe au groupe américain de post-metal instrumental, pas de chant, Russian Circles. Je ne comptais pas aller les voir de base, mais il se trouve qu'au moment où ils jouaient, j'étais sur la vallée en train de me reposer. J'avais eu froid d'un coup, les températures étaient baissées d'un coup. J'étais allée m'acheter en catastrophe un très beau sweat Bring Me the Horizon sur le stand de Nuclear Blast. Oui, j'étais très contente de mon sweat. Et je m'étais du coup calée avec mes potes devant ce groupe. Donc on peut pas dire que je les ai vraiment vus, je les ai surtout entendus, mais je suis restée tout le long du set. Donc je peux vous en parler. Écoutez, bonne surprise. Ça fait bien longtemps que je n'écoute plus ce genre de musique. Ça me fait un peu penser au groupe style Cult of Luna, Isis. J'étais très fan de ce genre de choses dans le milieu des années 2000. J'écoute plus du tout ce genre de trucs. Récemment, j'ai essayé de réécouter Neurosis. Ça me fait chier, je peux plus, j'arrive, voilà. C'est trop de metalcore dans mes oreilles, maintenant j'ai besoin que ce soit efficace. J'ai du mal à écouter ce genre de trucs. Et écoutez, là j'ai quand même aimé, j'ai trouvé ça très beau, très agréable, très bien fait. Pourtant je suis très chambre, hein, j'aime bien les voix et tout, pas de voix, ça m'a pas gêné. Bref, Russian Circles,
bonne surprise. Un peu même délire pour Deaf Heaven, j'aurais pu ne pas du tout accrocher parce que le post-black, le black donc expérimental, c'est pas vraiment ce que j'écoute ces temps-ci. Pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils le savent très bien. Par contre, j'en ai énormément écouté plus jeune et c'est un des sous-genres de métal un peu extrême parce que affilié au black que j'écoute encore un peu et que j'apprécie encore en live, mais c'était pas gagné que j'apprécie, et ben j'ai apprécié. Voilà, Deaf Heaven, ce sont des Américains. Le charisme du chanteur a beaucoup joué. Mon pote qui était avec moi au Hellfest m'a dit que lui avait détesté quand il les avait vus il y a quelques années, qu'il avait trouvé qu'il était maniéré, qu'il se la racontait, tout ça. Bon bah, ce que lui a trouvé maniéré, moi j'ai trouvé ça charismatique, j'ai trouvé ça très intense. D'ailleurs, si vous voulez revoir la prestation, elle est sur Arte. Elle a été filmée par Arte. Je l'ai revue. Ça passe aussi bien sur l'écran. Franchement, on ressent quand même ça. Vraiment, le chanteur très intense, le regard très habité, un peu fou. J'aime bien ce genre de choses. Moi, ça m'attrape et ça m'aide à apprécier une prestation. Et musicalement, écoutez, voilà, c'est du post-black, donc c'est extrêmement lancinant, répétitif, voix stridente. On aime ou on n'aime pas. Moi, il se trouve que j'aime. Et là, ben, ça m'a fait plaisir pour une fois de pouvoir apprécier un minimum un groupe qui correspond plutôt à mes goûts d'avant qu'à mes goûts d'aujourd'hui. J'ai l'impression d'être ouverte d'esprit du coup. Ensuite, une assez bonne surprise avec Stick to Your Guns, un groupe de hardcore mélodique américain. C'est pas un groupe que je comptais aller voir de base, mais pendant un autre concert, j'ai croisé Lily et Lucas. Si vous les connaissez pas, je vous mets un petit lien quelque part. Ils m'ont convaincu. Ils m'ont dit faut que tu ailles. J'y suis allée. Écoutez, je vais pas vous dire que c'est ma révélation de l'année, parce que moi, le hardcore, je le préfère beatdown, je le préfère bas du front, je le préfère excessif et énervé. Là, c'était du hardcore mélodique, mais c'était quand même vachement bien. Il faut le reconnaître. Donc, Stick to Your Guns. Bonne surprise aussi. Ensuite, ça, je ne m'y attendais pas, mais je n'ai pas détesté Spirit Box. Et que souvent, moi, je soupçonne un peu d'avoir la cote, surtout parce que c'est une femme qui chante. Quand j'imagine le groupe avec un homme au chant, je me dis, c'est un peu trop banal pour percer. Mais là, comme il y a une femme, voilà, je suis mauvaise des fois, mais oui, bon, écoutez, j'ai le droit d'avoir mon opinion. Donc, c'est ce que je pensais de Spirit Box. Je le pense toujours un petit peu, mais je n'ai pas détesté. Je suis restée tout le long. J'ai apprécié certains morceaux, bon bah les plus énervés évidemment. J'ai toujours un problème avec la voix que je trouve très robotique, un peu froide, et la présence scénique n'est pas incroyable. Moi qui suis très sensible aux frontmen et frontwomen très charismatiques, j'aime bien moi quand on vient me chercher, quand on vient m'accrocher. Courtney la plante, elle est quand même assez statique, il y a beaucoup de petits gestes avec les mains comme ça là, alors c'est mignon, c'est original et tout, ça fait son petit charme, mais on peut pas dire que ça transpire le charisme, enfin voilà, c'est juste mon opinion, pas taper s'il vous plaît. Ensuite là, dossier un petit peu chaud parce que je sais que c'est un groupe qui a le vent en poupe, qui a beaucoup de fans très motivés. Donc je vais sûrement me faire détester. Tant pis, je suis là pour dire ma vraie opinion parce que si je dis pas mon opinion, ça n'a aucun intérêt de faire ce genre de vidéo. C'est le groupe de metalcore symphonique suédois Imminence. Je suis allée les voir, j'étais motivée, j'avais écouté sur album. Alors j'étais pas complètement convaincue, un peu comme Spirit Box, je trouvais ça peut-être un chouïa lisse, un peu surproduit. Mais voilà, j'avais quand même vachement envie. Parce que le groupe voilà, il y a une grosse hype quand même. Moi, je suis curieuse, vous savez, donc quand il y a des grosses hypes comme ça, j'ai envie de savoir pourquoi. Donc j'y suis allée avec des a priori positifs. Alors musicalement, il n'y a rien à dire. Je dirais même que j'ai préféré
en live que sur album. J'ai trouvé ça vraiment sympa, très varié, puisqu'ils utilisent des violons, etc. Donc ça apporte, c'est pas non plus que du violon, c'est pas Apocalyptica non plus, hein, ça je peux pas. Mais voilà, ça apporte quelque chose, c'est varié, c'est lourd, c'est sombre. J'ai apprécié musicalement, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, j'ai trouvé que c'était quand même très gimmick. Voilà, ils mettent beaucoup en avant le fait d'utiliser des instruments un peu exotiques pour le métal. Un des mecs qui utilise l'archet du violon sur la guitare, ça aussi c'est très mis en scène, etc. Il y a des femmes avec des capuches comme ça, un peu comme de cérémonie, de rite, qui ont un livre et qui lisent comme un grimoire, vous savez, un truc un peu religieux, un peu mystique. J'ai trouvé que c'était trop. Voilà, franchement, c'est complètement subjectif. Moi, j'ai trouvé que c'était trop. J'ai trouvé que du coup, ça donnait un côté un peu trop gimmick, un peu trop qui se prend au sérieux. Voilà. Il y a des gimmicks qui peuvent ne pas se prendre au sérieux, mais là, pour le coup, ça se prenait au sérieux. Ça m'a un tout petit peu rebuté. Ça m'a pas gâché le concert non plus. Mais j'ai apprécié musicalement. Donc, écoutez, je les ai quand même mis dans bonne surprise, hein, vous voyez. Je suis extrêmement méchante avec eux, et pourtant, quand même, bonne surprise. Mais voilà, j'avais un petit bémol à apporter quand même. Ensuite, le jeune groupe de metalcore français HN. Pareil, le vent en poupe, pas mal de gens qui se sont glissés dans mes DM pour s'assurer que j'étais allée les voir. J'avais la pression. Oui, j'y suis allée, pourtant ils jouaient assez tôt, je crois, hein, vers avant midi. Hein. Je les ai pas ratés. J'ai kiffé. J'ai kiffé. En plus, il y a Will Ramos qui est venu faire un petit featuring, donc c'était sympa. Ça nous donnait un avant-goût de ce qui allait se passer un peu plus tard dans la journée du dimanche, hein, puisque Lorna Shore jouait. J'ai apprécié. Après, voilà, j'ai juste mis dans bonne surprise parce que c'est encore un peu jeune. J'ai trouvé qu'il y avait une différence entre studio et live. Ça veut pas dire que c'était pas bien en live, hein. Il y avait une énergie incroyable, de très bons looks. Il y a un des guitaristes qui portait une très belle veste Drop Dead, représente. Donc ça m'a plu. Mais non, voilà, je ne dis pas du tout que la prestation de live était mauvaise. Mais c'est vrai que j'ai noté une différence. Voilà, ça se tenait un peu mieux studio. Donc, je pense que c'est uniquement à mettre sur le compte de la jeunesse du groupe. Après, j'ai pas de leçon à donner, je ne joue pas d'instrument, mais j'ai quand même le droit de donner mon avis. Voilà, j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé, donc clairement, bonne surprise. Et d'ailleurs, Lorna Shore, que j'ai également mis uniquement en bonne surprise, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, Lorna Shore, c'est quand même un groupe que j'adore. Alors certes, j'écoute assez peu à la maison. Lorna, je trouve que ça passe pas très bien. Par exemple, moi j'écoute beaucoup de musique en voiture ou en faisant mon sport, et je trouve que ce sont deux situations où Lorna ne passe pas très bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'écoute d'autres choses à la place. Mais voilà, c'est un groupe que je connais quand même assez bien. Je les ai déjà vus 2 fois sur scène, une fois au Hellfest 2023 et une fois à Paris où ça avait été le feu, au Bataclan, il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. C'était super bien, donc je suis très fan des prestations live de Lorna Shore. Mais là, le problème, c'est que j'étais quasi front row, puisque je m'étais placée pour mon groupe préféré, Motionless in White, qui jouait juste après. Donc j'étais pas à la barrière, mais j'avais juste une ou 2 personnes entre la barrière et moi. Je me suis pris littéralement une autoroute de slammer dans la gueule. À partir du moment où Will a demandé des slammers, après, je pense que s'il avait pas demandé, il n'aurait eu quand même. Mais à partir du moment où il en a demandé, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on avait
constamment un mec, deux mecs, trois mecs, meufs aussi, hein, mais ça n'arrêtait pas, on en avait des fois plusieurs à réceptionner en même temps. Je fais un peu de muscu, mais enfin on va se calmer. Je vais pas à un concert pour porter des mecs de 100 kilos en fait, parce que oui, ils en ont rien à foutre. Hein. Il y a des gars, plus de 100 kilos, ça les gêne pas de se faire porter par des femmes. Ça m'a gâché le show, parce qu'en fait j'ai passé plus de la moitié du set de Lorna, dos à la scène littéralement, pour pouvoir réceptionner le slammer. Voilà, dos à la scène, les bras comme ça, avec Willous qui chantait derrière là. Bon, voilà, ça m'a bien gâché le truc. Alors il y a des gens qui disent c'est normal, c'est du deathcore. Non, c'est pas normal, non. J'ai déjà fait des concerts de deathcore où c'était pas comme ça. Surtout que c'est pas le public deathcore en fait qui slamait là. C'était des gens qui s'abusaient. C'était des gens à chapeau rigolo, on va pas se le cacher. J'ai rien contre eux, hein, quoique. Mais voilà, c'est donc très bonne ambiance. Je pense que Will était super content d'avoir autant de slammers et tout. Mais pour les gens qui portaient, c'était quand même un peu dur. Et surtout, les boules, hein, de passer la moitié du set, voire plus de la moitié du set, dos à la scène, quoi. Voilà pourquoi j'ai mis uniquement de bonnes surprises. La prestation, par contre, elle avait l'air ouf. Hein. Je l'ai revue, du coup, à la télé, parce que Arte les a filmés, parce que je voulais apprécier le show, que je n'avais pas pu apprécier en vrai. Ouais, c'était mortel. Et pour finir les bonnes surprises, j'ai aussi glissé ce gros Ronnie Radke dans les bonnes surprises. Je l'avais déjà vu à Bercy cet hiver. C'était la phase où j'étais encore extrêmement fan du groupe. J'étais un peu dans le déni au niveau de certaines choses. Le fait que cette discographie est un petit peu inégale quand même. Hein. Il y a des choses assez inécoutables. Des choses excellentes aussi, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses inécoutables dans ce qu'il a fait, puisque comme c'est un artiste qui surfe beaucoup sur les modes, il se retrouve avec des albums entiers qui sont tellement sujets à une mode ancrée dans un temps défini, qu'une fois que cette mode passe, ça vieillit mal, quoi. Ça, c'est un petit peu le problème avec Falling in Reverse. C'est mon avis, en tout cas. J'ai le droit d'avoir un avis. Là, je vais prendre des grosses pincettes parce que les fans de Falling in Reverse, faut se les farcir, hein. Ils sont très, très susceptibles, hein. Dès qu'on n'est pas à fond derrière Monsieur Radke, c'est compliqué. Après, je les comprends parce que c'est un artiste qui en prend quand même pas mal plein la gueule. Mais comme lui-même en met plein la gueule à tout le monde, même à ceux qui n'ont rien demandé, comme Chris Motionless, n'est-ce pas? Bon, écoutez, j'ai pas vraiment de peine pour lui. J'ai du mal à avoir de la peine pour les millionnaires en plus, de manière générale. Je suis allée le voir en attendant pas grand-chose, puisque comme je vous ai dit, je l'ai déjà vu au maximum de mon fanatisme pour lui, qui depuis s'est un peu essoufflé, je me suis un petit peu lassée. C'est souvent comme ça avec les très grosses personnalités, on peut quand même se lasser. Hein. Au bout d'un an, j'ai fini par me lasser. Ça va, une relation d'un an, Ronnie et moi quand même, on a tenu. Hein. En plus, on a des caractères très proches, lui et moi. Peut-être que j'en ai eu marre de me voir en miroir. Attendez, il y a un chat qui a un problème. Excusez-moi, il y a mon chat qui était en train de vomir, fallait que je lui porte assistance. Je filme ça un petit peu comme un live au final, hein, je vais pas couper et tout. Je me dis que c'est plus sympa. Par contre, c'est un peu décousu. Je vous disais que j'attendais pas grand chose de la prestation de Ronnie, que j'avais déjà vue, puis en plus la setlist ne bouge pas beaucoup, les petites mises en scène, l'interlude où il fait semblant d'être vénère et de se barrer, puis il revient pour jouer All My Life, tout ça, ça bouge pas. Pareil, son intro où les gens étaient hyper surpris qu'il arrive en se filmant et tout, non mais il le fait à chaque fois en fait, c'est son truc. Donc c'est un gros show à l'américaine hyper millimétré, donc je n'attendais pas grand chose de nouveau, donc j'y allais comme ça quoi, parce qu'il y avait rien d'autre, et puis parce que ça me faisait quand même plaisir de voir ce gros Ronnie avec sa grosse personnalité. Donc j'ai kiffé, mais j'ai quand même, mon chat est là, c'est pour ça que voilà, ce petit être vient de vomir. Ça va mieux? Hein, t'as vidangé un petit peu? Allez. J'ai pas kiffé autant qu'à Bercy, mais j'ai voilà, comme je connais les morceaux par cœur et tout, c'était plus facile pour moi d'apprécier. Malheureusement, j'ai raté les deux morceaux que je préfère, c'est-à-dire Ronald et Watch the World Burn, qui sont les deux qui jouent en dernier, je le savais très bien, parce que je me suis dit qu'il fallait que je me barre plus tôt
pour aller bien me positionner pour Knock Loose. Bon, bah, j'ai regretté parce qu'en vérité, y a des gens qui ont vu Ronnie jusqu'au bout et qui étaient quand même bien placés. Enfin bon, bref, j'avais pas envie de prendre le risque. Il y avait Linkin Park qui jouait en même temps que Knock Loose. Je me disais que j'allais me farcir tous les gens qui venaient pour Linkin Park, que donc ça allait être très dur pour moi d'accéder à la Warzone pour voir Knock Loose. Bref, j'ai raté mes 2 morceaux préférés de Ronnie et je me suis tapé tous ceux que j'aime pas, genre Just Like Me, Fuck You and All Your Friends, enfin tous ces trucs qui ont un peu mal vieilli là. Bref, voilà pour Falling in Reverse. Bon, et au final, il faut quand même que je précise que sa prestation très énergique qui a assemblé séduire beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de gens dans mes DM qui m'ont dit waouh, en fait c'est trop bien Falling in Reverse et tout. Ça m'a un tout petit peu réconcilié avec lui, pas complètement, mais dites-vous, je le refollow sur Instagram alors que je l'avais unfollow depuis des mois. Il va être content, je pense. Il va être rassuré, il va mieux dormir la nuit maintenant qu'il sait que je le suis de nouveau sur Instagram. Ensuite, on passe à ce qui est un petit peu moins rigolo, les déceptions. Les déceptions, comme les bonnes surprises, c'est à géométrie variable. Il y a des degrés. Il y a des trucs qui m'ont vraiment déçu et il y a des trucs que je suis juste pas rentrée dedans. Donc je vais décrire un petit peu à chaque fois. En premier, je vous parle d'un groupe de black metal islandais, Mespyrming. Je vais le dire à la française, hein, désolé. J'ai regardé sur Google comment ça se prononçait exactement, c'est trop dur. Mespyrming, je sais pas quoi, bref, on va dire Mespyrming. Alors, je les ai mis en déception, mais en vrai, c'est pas vraiment une déception, c'est juste que je suis pas rentrée dedans. En fait, je suis rentrée dans aucun des groupes de BM que j'ai vus cette année. Autant l'année dernière, j'avais eu des révélations de ouf. J'avais adoré Wichtot, un groupe de black atmo belge. Grosse révélation. J'avais adoré Satyricon, qui est déjà un de mes groupes préférés, mais bon, bref, cette année, le black, non. Alors, est-ce que c'est à cause de la prog ou alors est-ce que c'est moi qui vraiment m'éloigne de plus en plus du black et j'arrive même plus à apprécier en live? Je sais pas. Mais en fait j'apprécie, mais voilà, ça me transcende pas, quoi. Donc je les ai mis en déception, mais en vrai, je pense qu'ils ont livré une très bonne prestation. Pareil pour Witch Club Satan, qui est un groupe féminin, c'est 3 ou 4 filles. Ce sont des Norvégiennes, je suis à peu près sûre, je vais même pas vérifier. C'est très arty, c'est très... Bah écoutez, elles le revendiquent, je peux le dire sans que ce soit une critique. C'est un groupe féministe. Donc il y a un peu cette vibe un peu féminin, un peu on expose notre corps pour provoquer, pour choquer, pour montrer qu'on fait ce qu'on veut, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais du coup, c'est sûr que ça fait très, très provoque, un peu basique et tout. Mais moi, ça me gêne pas du tout. Vous savez, j'ai fait une école d'art, donc ce genre de prestation un peu, un peu provoque, un peu à relent politique, etc. C'est un truc où je suis assez familière. Il y avait un côté un peu happening, quoi. J'ai pas de souci avec ça, c'est la musique où j'ai pas, voilà. Comme pour Mespyrming, je suis pas vraiment rentrée dedans. Ça avait l'air très bien, ceci dit, et je suis restée jusqu'au bout. Enfin, pour les deux groupes d'ailleurs. J'ai apprécié, mais voilà, j'ai pas ultra kiffé. J'aurais peut-être pas dû mettre dans déception, parce que c'était pas une déception non plus. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, et j'ai noté quelque chose. J'ai remarqué que lorsque les musiciennes sont topless, les hommes filment beaucoup plus et font des zooms. Alors que d'habitude, ils le font pas. Ils critiquent même, vous savez, les gros métalleux, là, ils critiquent même les gens qui ont leur téléphone et qui filment. Ah là, bizarrement, ils ont fait exception, on se demande pourquoi.
Bah du coup un peu même chose pour Agriculture, pourtant j'avais bien accroché sur album, c'est du post-black, donc très moderne, très hipster, américain, San Francisco je crois bien, je crois que c'est une des mecs de ce genre de black metal, qui n'est pas vraiment du black metal pour les puristes du tout, mais enfin... Voilà, il y a le côté lancinant, il y a les cris stridents, etc. Mais voilà, beaucoup d'atmosphère, un côté très répétitif. Moi, c'est vraiment des choses que j'appréciais beaucoup à une époque. Et encore une fois, je me répète, mais j'ai l'impression que j'ai du mal, plus en plus de mal à rentrer dedans. Donc malheureusement, Agriculture, je ne suis pas vraiment rentrée dedans. C'est pour ça que j'ai mis dans Déception. Mais encore une fois, ce n'est pas la prestation elle-même qui était mauvaise. Hein, sinon, je le dirais. Je n'ai pas vu une mauvaise prestation, moi, cette année, au Hellfest. Donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, une vraie déception cette fois-ci, mais qui est un peu particulière, vous allez voir. Je tenais à voir Dream Theater, parce que bizarrement, j'ai été fan de Dream Theater, je dis bizarrement parce que c'est un groupe de prog. C'est des vieux de la vieille, du métal progressif, donc très démonstratif, extrêmement technique, avec des solos qui n'en finissent plus, des solos de guitare, de basse, de clavier, de tout ce que vous voulez. Je sais pas par quel maléfice je suis tombée fan de ce groupe quand j'étais au lycée. Mais j'ai été absolument fan radical de l'album Train of Thought qu'ils ont sorti dans les années 2000, qui est leur album le plus métal en fait. Et dans la lancée, je suis aussi tombée fan de Scenes from a Memory, qui est un concept album avec toute une histoire et tout, avec des dialogues, machin. Je connais les deux littéralement par cœur. Voilà, la métalcoreuse, ex-black métalleuse, qui est aussi fan de Dream Theater. Allez comprendre quelque chose. J'aime aussi Booba. Non mais je n'ai aucun sens. Cette personne n'a aucun sens. En tout cas, je suis donc allée voir Dream Theater. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était un peu triste pour eux. C'était en Maine, très tard, hein, vers 1h du matin. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Par contre, ce qui était absolument divin, c'est que les fans old school de Dream Theater qui portaient des t-shirts du groupe Tournée 99, vous voyez vraiment les fans old school, ont vu débarquer cette espèce de meuf bizarre, un peu trop grande et dotée d'un sweet Bring Me the Horizon, qui connaissait les paroles mieux qu'eux. Et rien que pour ça, je suis contente d'y être allée, mais j'ai mis dans Déception parce qu'en vrai, j'aurais préféré être à Turnstile. Voilà pourquoi. Ça n'a pas de rapport direct avec la presta de Dream Theater. C'est plutôt que... c'était la presta d'un un peu un groupe de légende, un legacy band, un groupe voilà qui continue de tourner parce qu'ils sont cultes, etc. Mais il y avait un petit manque de vitalité que je pense j'aurais retrouvé chez Turnstile. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc c'est plutôt pour ça que j'ai mis Dream Theater en déception. En fait, l'ambiance, je l'ai trouvée un petit peu morose, un petit peu nostalgique, un peu... J'aurais préféré un truc énergique et moderne et actuel. Bon, voilà. J'avais qu'à mieux réfléchir. Ensuite, petite déception avec Amira El Fekhi, tout simplement parce que j'avais grave accroché sur CD en live moyen. C'est du metalcore américain. C'est une artiste qui a fait la première partie de Bring Me the Horizon. Donc voilà, quand même un truc qui marche un peu. Bon bah voilà, dommage, j'ai pas surkiffé. Mais je pense pas que c'était nul non plus. Ensuite, Kitty, je sais pas pourquoi j'avais grave envie de voir Kitty, j'ai dû mettre trop d'espoir. C'est pas un groupe dont j'étais fan à l'époque, dans les années 2000, donc c'est un groupe de néo-metal féminin qui était
bien coté dans les années 2000, mais que moi je n'écoutais pas. Le dernier album qu'elles ont sorti il y a 1 ou 2 ans, là, je l'avais trouvé assez bon. Et en ce moment, je suis grave néo-métal et j'ai grave envie d'écouter ce genre de musique, donc j'attendais beaucoup de leurs prestations. Plein cagnard à la main stage, donc c'était vraiment super difficile à supporter. Et j'ai pas plus accroché que ça à la musique. Tout le long, j'attendais leur tube Backlash, Backshish, Oh, j'ai oublié le titre. Brackish. Backshish, non mais... Oh, putain. À la honte. Donc voilà, j'ai pas pu apprécier Kitty à sa juste valeur, malheureusement. Voilà, donc Kitty. Mais c'était pas nul du tout, hein, attention. Mais voilà, j'ai pas accroché tant que ça. Et je pense que ma plus grosse déception du fest, c'est Till Lindemann. Non pas que j'en attendais énormément, mais parce que ça m'a très vite lassée. Ça m'a très vite lassée. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les groupes très visuels, provoques. Moi, j'ai aucun problème avec le côté même sexuel et tout. J'ai pas de souci avec ça, vraiment pas. Mais là, très vite, ça m'a lassé. Alors c'est très sympa, hein, cette thématique rouge, tout le monde est en rouge, en gear un peu BDSM, tout le monde. C'est très provoque. Il y a une musicienne qui fait du clavier, qui mime un peu des choses sexuelles. Enfin bon, peu importe, je peux pas trop raconter sur YouTube. Mais voilà, Till aussi, évidemment. Et puis le batteur qui est grimé avec un masque, où il a une sorte de mort là dans la bouche, là, qui lui écarte la bouche et tout. Voilà, c'est spécial. Il a une gourde pour boire en forme de quelque chose de particulier. Donc voilà, tout ça est très rigolo, tout ça est très singulier, mais moi, voilà, je me suis lassée très rapidement, je me suis fait chier très rapidement. J'ai jamais creusé à fond la discographie de Lindemann seul. Je sais que j'ai quand même pas mal écouté un de ses albums qu'il a fait en collab avec un autre artiste. Je crois que c'était le premier qu'il avait sorti sous son nom propre, que j'avais quand même assez apprécié. Mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu fourre-tout. Là où Rammstein, on peut reprocher... que c'est un peu toujours la même chanson, même si j'aime bien Rammstein. Hein. Bah là, c'est un peu le contraire, c'est un peu fourre-tout. Je me suis jamais retrouvée. Et du coup, voilà, je me suis très vite lassée. Je crois que je suis partie au bout de un petit 20 minutes, mais j'ai quand même noté et mis dans mes déceptions parce que j'étais très attentive pendant ces 20 minutes-là, donc je pense pouvoir m'exprimer. Voilà. En dernier, sur déception, qui n'en est pas vraiment une, c'est Muse, tout simplement parce que j'aurais bien aimé voir le show en fait. Par curiosité, parce que j'aime quelques morceaux de Muse. Moi, je n'ai pas de sentiments très violents envers Muse. Quant à sa participation au Hellfest, certes, ils n'ont pas vraiment leur place. C'est pas un groupe de métal, c'est pas un groupe qui fait de la musique extrême au sens large. J'aurais préféré qu'en headline, il n'y ait que des groupes de métal, parce que clairement, quand vous mettez un groupe de rock en headline, et ben vous supprimez la possibilité d'un groupe de métal de faire la headline du Hellfest, ce qui est quand même dommage, hein, pour un festival qui est censé être un fest de métal. C'est pas viscéralement quelque chose qui m'embête. Donc j'avais envie. Par curiosité de voir Muse, bah écoutez, j'ai pas pu. Il y avait un monde fou, j'ai l'impression qu'il y avait encore plus de monde qu'à Metallica l'année dernière. C'était une dinguerie. Muse jouait sur la main 1 qui est à droite. Moi j'étais en face de celle de gauche, la main 2. Ben, il y avait du monde comme s'ils jouaient sur la main 2 en fait. Hein. Sauf que non, ils jouaient à côté et moi je voyais pas. Puisqu'il y avait la régie son, une espèce de grande cabane avec, j'imagine, la régie son, qui bloquait tout. Donc j'aurais dû regarder le concert face à une scène vide, lol, sur un écran et un décalage entre le son et l'écran. Donc c'était pas possible. Au bout de 10 minutes, j'ai fait, allez, c'est mort, je vais me coucher, je serai plus en forme pour demain. Donc voilà ma petite déception par rapport à Muse. Après, il paraît que le son était pas ouf et tout. Mais comme moi, je suis pas restée assez longtemps, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez vu Muse.
Ensuite, pendant que je sue comme un cochon, nous passons au coup de cœur. Le premier groupe que j'ai mis dans mes coups de cœur, c'est Walls of Jericho. J'avais vraiment envie de les voir parce que je me souviens avoir écouté ce groupe il y a fort longtemps. Je sais pas, vers entre 2005 et 2008. Alors, c'était pas un groupe dont j'étais radicalement fan et tout, mais je me souvenais très bien les avoir écoutés. Je me souvenais même un peu du look de la fille, qui est une meuf très musclée, très vénère et tout, hyper charismatique. Enfin, je m'en souvenais, donc j'avais envie d'aller les voir. Et bah, j'ai pas été déçue, c'était trop bien. Il y avait une énergie de fou. De toute façon, je reviendrai dessus dans ma conclusion, mais globalement, les trucs hardcore que j'ai vus cette année, il y a quasiment rien qui m'a pas plu. Hein. Je crois même qu'il y a rien qui m'a pas plu. Mais voilà, Walls of Jericho, ça fait vraiment partie des coups de cœur. C'est donc un groupe de hardcore américain mené par une femme. Elle est habillée comme moi, elle avait un mini short Levi's noir, un débardeur noir. Bref, je me suis vue en elle. Non, elle est quand même beaucoup plus musclée que moi et beaucoup plus charismatique. Mais non, j'ai kiffé, j'ai adoré. J'ai hardcore dansé tout le long et tout. J'étais un peu loin de la scène parce que je m'étais calée justement sous le brumisateur dont je vous parlais. À la Warzone, il y a un brumisateur et je me mettais dessous. Dans le coin où j'étais la seule à danser un peu. Les gens me regardaient un peu bizarre, j'ai l'impression, mais tant pis, moi je me suis trop amusée quoi. Donc peut-être que je danse mal, hein, c'est possible. C'est pas grave. L'essentiel c'est que j'ai kiffé. Coup de cœur également Signs of the Swarm, un groupe de deathcore américain que moi je connaissais surtout pour avoir été un groupe dans lequel il y a eu un chanteur de Lorna Shore, CJ McCreary, un truc comme ça. Je pensais que c'était encore lui dedans, bah non, en fait c'est un autre mec, donc faudra que je révise mon petit deathcore illustré, mais je connaissais surtout le groupe pour ça. Bah j'ai adoré. En fait, enfin, je crois que cette année, il y en avait genre 4 hein, seulement des groupes de deathcore à l'affiche et je les ai tous vus, je les ai tous kiffés. Ouais, c'était trop cool. J'étais vraiment vachement devant, donc je me prenais bien le mur de son et gros charisme sur scène, grosse présence, c'était trop bien. Du bon gros deathcore un peu technique. Il y a même l'ami Clément qui est photographe qui m'a pris en photo dans le pit, mais sans même me voir. J'en veux beaucoup d'ailleurs. Je le dédicace quand même. Vous avez vu, je suis vraiment pas rancunière. Ensuite, dans les assez bons gros coups de cœur, là, on passe sur vraiment le coup de cœur au niveau moyen plus, vous voyez. Black Gold, un groupe américain qui se veut un peu le porte-étendard du revival néo-metal. Eux, clairement, ils s'affichent néo-metal, donc ils font une espèce d'hybride rap et métal avec une dégaine très hip-hop, gestuelle, etc. Excellent. J'avais kiffé déjà à l'écoute avant. J'ai adoré. J'étais littéralement à la barrière là pour le coup. Ils ont utilisé la plateforme qu'avait installée Linkin Park le dimanche. Ils ont pimpé une des deux scènes, une des deux main stages. Ils ont mis une énorme plateforme pour Linkin Park, j'imagine. Et ils ont utilisé beaucoup cette plateforme. Et non, c'était trop bien. J'ai eu un signe comme ça du chanteur parce que je criais beaucoup et je sautais beaucoup et j'étais tout devant. C'était trop cool, franchement c'était trop bien. Moi le néo-métal j'ai grandi avec, hein. C'est littéralement ce qui m'a fait découvrir le métal et tout, donc j'aime toujours ça. En bonne milléniale, hein, je suis nostalgique de ce que j'écoutais dans ma jeunesse. Donc quand je découvre ce genre de groupe, bah, je kiffe. Et Black Gold, j'ai beaucoup kiffé. Ensuite, encore du deathcore, Mental Cruelty, c'est un groupe allemand. Et eux, pour le coup, je les connaissais déjà puisque je les ai vus cet hiver en première partie de Cradle of Filth. C'est très bizarre, hein, c'est assez bizarre comme affiche quand même. Mais bon,
tant mieux, hein, ça fait découvrir des trucs. J'avais beaucoup aimé. Alors c'est du deathcore sympho à la Lorna Shore, hein. Clairement, c'est dans le même panier. Mais c'est quand même un peu différent. Enfin, c'est moins démonstratif au niveau de la voix. J'aime beaucoup. J'ai pas grand chose à en dire de plus, hein. Je dis deathcore symphonique, très efficace. Si vous aimez ça, vous allez kiffer. Mental Cruelty. J'ai adoré. J'étais quasi à la barrière, pareil. J'ai fait beaucoup de concerts quasi à la barrière. Mais bon, quand c'est sous les tentes, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, d'être quasi à la barrière. C'est plus en main que ça se corse un peu. Mais voilà. Put 'em up, from the front to the back. One, two. Ensuite, Rise of the North Star, un groupe français de néo-metal aussi, on pourrait dire, un peu comme Black Gold. En tout cas, c'est un groupe français qui persouille pas mal à l'étranger, si j'ai bien compris, surtout au Japon, parce qu'il se trouve qu'ils ont un lore très samouraï, Japon, guerrier, tout ça. Ils mettent même sur scène un drapeau français avec le rond rouge au milieu du Japon. Donc voilà, la couleur est annoncée. J'ai adoré, j'ai dansé, j'ai même tapé un peu de two-step. Enfin, c'est le genre de musique excessivement efficace qui peut rebuter, je peux le comprendre parce que c'est assez simple, c'est un peu bas du front, mais c'est pas méchant. Moi, quand je dis bas du front, c'est pas méchant parce que j'adore les trucs bas du front. Quand je dis bas du front, ça veut dire simple et efficace. Et c'est génial d'être simple et efficace, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, voilà, j'ai adoré. Donc petite révélation pour ma part. Révélation plus ou moins, je connaissais quand même, hein, mais voilà, là j'ai vraiment senti que c'était un peu mon truc. Ça correspond à ce que j'ai envie d'écouter en ce moment. Pareil pour Kim Dracula, j'étais déjà convaincue, je me doutais bien que sur scène ça allait être stylé. C'est le genre d'artiste qui est un peu obligé d'en faire beaucoup sur scène, puisque le visuel est très important pour Kim Dracula, donc c'était obligé que ça allait être cool. C'était très cool. Il a une grosse personnalité, grosse présence scénique. Moi, son côté fourre-tout, cette espèce de groupe très TikTok, très trendy, nawakcore, j'aime bien dire, parce qu'il y a vraiment tout dedans, quoi. Hein. Je me souviens que sous un de ses clips, il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre des timelines, avec à chaque timeline, des fois séparé seulement de quelques secondes, chaque style en fait. Donc ça donnait bossa nova, jazz, deathcore, grindcore, metalcore, bossa nova, jazz, enfin voilà. Il mélange un peu tout comme ça, mais c'est assez bien fait. Je peux comprendre qu'on trouve ça un peu décousu, mais moi j'adhère. Autant en studio que live. Kim Dracula, je suis pas encore une fan radicale, hein, mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai rien à dire, sa prestation elle m'a beaucoup convaincue. Donc GG l'Australie, hein, parce que il est de Tasmanie, quoi. Et la petite île là qui est en dessous de l'Australie. Il doit pas y avoir beaucoup d'artistes qui ont percé qui sont de là-bas. Ça doit être une star ultra importante chez eux. Il doit y avoir des rues à son nom limite, non? Enfin je sais pas, la Tasmanie, vous connaissez quoi à part Taz là, le diable de Tasmanie? Il y a rien de connu. Il y a Taz et Kim Dracula, voilà. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est la variété au niveau des lignes de chant. Moi, les chanteurs très versatiles comme ça, qui savent tout faire, eh ben, ça me séduit beaucoup. C'est ma came. Voilà, Kim Drac. Bon, là, on arrive sur les gros coups de cœur. On arrive, dans les groupes qui sont dans mon top 5, je crois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. En 5, Nasty. Un groupe de hardcore beatdown
belge. Donc c'est du hardcore, mais dans sa version la plus brute et la plus bas du front, encore une fois. Mais moi, je vous dis, je kiffe. C'est très lent, très lourd. Là, pour le coup, on peut faire du two-step. D'ailleurs, il le demande, hein. Two-step, two-step. Le chanteur, il est trop drôle. Il dit des trucs. Il est belge, mais belge flamand, donc il parle pas français. Et il fait des traductions un peu hasardeuses des fois. Et du coup, c'est trop mignon. Déjà, il dit tout le temps plus pour mort, mort, give me more. Mais sauf qu'en français, on dit pas plus. Mais c'est trop mignon. Il est là, plus. Et il dit aussi, faites le travail. Parce que en anglais, work it, c'est bouger, donnez-vous, quoi. En français, on n'a pas ça. Mais lui, il traduit littéralement et ça donne faites le travail. C'est trop chou, j'adore. Mais je le savais déjà, puisque je les avais déjà vus en première partie, je ne sais plus quel groupe, à Paris, et j'avais été absolument soufflée. Moi, j'écoute pas du hardcore au quotidien. C'est pas un sous-genre, voilà, que j'écoute chez moi et tout. J'ai toujours apprécié en live, par contre, toujours. Et eux, ils m'avaient scié. Je me souviens que j'avais vu cette fosse en mode machine à laver sur mode essorage, là, qui se remet dans tous les sens du début à la fin, avec en permanence 25 mecs de la fosse sur scène, en train de hardcore danser en même temps que le chanteur et tout. Une ambiance de malade, quoi. Donc ça m'avait beaucoup plu au niveau de l'ambiance, au niveau de la musique, donc j'avais eu envie de les revoir au Hellfest. Et ben j'ai pas été déçue, c'était mortel. Autant dans l'ambiance, la musique, la personnalité du chanteur, enfin non, franchement trop cool. Si vous aimez le hardcore beatdown, allez-y. Genre ce groupe, je pense qu'il est indispensable dans ce sous-genre. Nasty. Je suis allée me prendre de la flotte parce que je suis en train de décéder de la chaleur. Et du coup, mon prochain coup de cœur, eh bien, ce n'est autre que Electric Callboy, encore un groupe allemand. J'ai vu beaucoup de groupes allemands cette année. Ouais, je le connais très bien, ce groupe, tout simplement parce que c'est un peu un des groupes préférés de ma fille de 8 ans, voire même son groupe préféré. Je lui ai d'ailleurs acheté un t-shirt sur l'Extreme Market. Je lui ai trouvé un super joli t-shirt Electric Callboy. Hypa, c'est un de leurs titres. Bon, c'est quoi? C'est une espèce de... J'appelle ça de quoi? Du électronicore, technocore, je sais pas, vous aurez compris que c'est un mélange entre gros metalcore énervé et avec du chant un peu deathcore et de la techno. Voilà. Mais techno, c'est peut-être pas le bon mot. On va dire de l'électro, comme ça je m'engage pas. Parce que moi, comme j'y connais strictement rien en sous-genre de musique électronique, je vais dire de l'EDM. Voilà. Hein. En tout cas, c'est un groupe qui est qui tourne depuis longtemps. Hein. Avant, c'était Eskimo Callboy. Ils ont changé de nom. Ils ont percé de fou il y a quelques années là. C'est vraiment un très gros groupe. Hein. Ça tourne bien, même aux États-Unis et tout. Pour un groupe allemand, c'est pas mal. Mais c'est très sympa. Après voilà, faut arriver à apprécier un groupe un peu comique parce que clairement, ça se prend pas au sérieux. C'est un peu goofy quoi. Hein. C'est un peu n'importe quoi avec des déguisements et tout. Mais il y a un côté très fête. Mais en fait, c'est ça que j'aime. C'est l'alliance entre le côté fête et la violence extrême de certaines parties, en fait. Je trouve ça surprenant et agréable. J'aime beaucoup. Ils ont joué mon morceau préféré tout à la fin. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Non, c'est juste que je l'ai attendu tout le long. We got the moves. We got the moves. Il y a une partie en mode ta ta la 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 ta ta la 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 ta. Ça fait très hooligan. Ça fait très chant de stade. J'aime trop. Ils nous ont littéralement noyé sous les cotillons. On en a eu de toutes les couleurs, de toutes les formes. À la fin, j'en avais plein attachés autour de mon cou et tout. Enfin, c'était très ambiance boîte de nuit, ambiance camping. Non, c'était trop stylé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce concert. Pareil
pour Korn qui jouait le même jour juste avant sur la scène d'à côté, toujours main stage hein, bien sûr. Là pour le coup c'était le headliner du jeudi. Bien sûr que j'allais voir Korn qui a été un de mes groupes préférés littéralement pendant des années, qui est un des premiers groupes de métal que j'ai écouté en long, en large et en travers pendant tout mon lycée, donc il fallait que j'y aille hein. Est-ce que j'en attendais beaucoup? Pas forcément, parce que comme tous ces groupes un peu vieillissants qui vivent un peu sur la nostalgie hein, des gens comme moi, des fois ils tournent un peu en rond, ils arrivent pas vraiment à se maintenir réellement. Les derniers albums de Korn, contrairement à Slipknot par exemple, je ne les ai pas ultra appréciés, enfin je les trouve pas mauvais, mais j'ai pas réussi à vraiment me mettre dedans. Donc voilà, j'en attendais pas des masses, sauf que ils se la sont joués en mode legacy band, en mode vieux groupe culte qui joue que ses tubes. Je crois que des chansons récentes, ils ont dû en faire 2. Alors, on peut le déplorer, parce que voilà, on peut se dire qu'un groupe préfère aussi peut-être mettre en avant sa production actuelle. Mais là, moi, bon, je suis pas dans ces considérations-là. Je me place uniquement en spectatrice. Et en tant que spectatrice, entendre Korn jouer tous les tubes, toutes les chansons que je connais par cœur et que nous étions très nombreux à connaître par cœur, ça chantait grave. Eh ben, c'était trop bien. Et le gros Are You Ready du début, Are You Ready? J'ai failli perdre mon téléphone, parce que la foule, évidemment, a poussé d'un coup. Moi, j'ai fait comme ça. Normal, c'est le jeu, y a pas de problème. J'ai kiffé. Scream that shit so loud, I feel that shit up here. You guys ready? Here we go. 1, 2, 3. Ensuite, là, on arrive sur les 2 groupes que j'ai préférés au Hellfest 2025. Accrochez-vous. No Clues, ça faisait vraiment partie des 3-4 groupes que je voulais voir impérativement. C'était genre, il n'y avait pas moyen, en fait, que je les vois pas. Déjà, parce qu'il n'y avait rien d'autre en même temps. Enfin, il y avait Linkin Park, Manchester, ce qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, No Clues. Je les ai vus cet hiver à Paris, au Bataclan, je crois bien. C'était une dinguerie. Ce que je vous ai dit sur Nasty, vous le multipliez par 3 et c'est No Clues. Alors il n'y avait pas plein de gens sur scène parce que c'était une salle avec une sécurité différente. Les gens n'avaient pas le droit de monter sur scène et tout. Ou alors c'est le groupe qui veut pas. J'en sais rien, mais c'était pas le cas. Mais alors par contre la fosse, c'était une dinguerie. Le mode essoreuse de la machine à laver, du début à la fin du show, mais le tout avec une ambiance extrêmement bon enfant. C'est un groupe qui a vraiment une énergie très particulière. Il joue quelque chose de très dur à décrire, parce que moi je tique toujours un peu quand on appelle ça du metalcore. No Clues, pour moi il n'y a pas de vibe metalcore, il n'y a pas de refrain chanté, voix claire, il n'y a pas ce côté souvent un peu polissé, un peu radio du metalcore. C'est pas une critique, hein, j'en écoute du metalcore, mais voilà, il n'y a pas ça chez No Clues. C'est trop brutal et brut et rentre dedans, et surtout pas hardcore non plus, quoi. Il n'y a pas non plus ce côté bros, ce côté united together, non, il n'y a pas ça non plus. Donc c'est ni du hardcore ni du metalcore. Du coup, c'est quoi? Je sais pas. Du metalcore moderne à la No Clues, j'en sais rien. En tout cas, j'aime trop. Brian Garris, le chanteur, a une voix très particulière. Certains parlent d'un jappement de chiot, certains parlent d'un Mickey énervé. C'est vrai, il fait un peu Mickey vénère. Comme ça, enfin je l'imite très mal, hein. Mais il y a comme ça un débit très intéressant, très singulier, qui du coup peut rebuter aussi. Moi non, ça me rebute pas du tout, j'aime beaucoup. Et puis bon, à chaque fois, ils jouent leur fameux morceau d'1 minute, Counting Worms, qui finit par le arf arf, et là la fosse est en furie.
C'était une dinguerie. Franchement, ce concert, j'ai tellement aimé. C'était le dernier concert du Fest, donc il avait un petit goût de triste, mais c'était génial. Et je suis plus ou moins allée dans le pit en fait. Alors pas dans le cœur, pas là où il y a les Circle Pit, les Wall of Death et tout. On va se calmer. Mais je me suis quand même mise au milieu de mecs qui se donnaient des coups de coude, quoi, qui se poussaient et tout. Et moi, j'étais là comme ça. Je suis une flippette, moi, vous savez. Donc pour moi, faire ça, c'est vraiment que le concert m'a convaincue. Autant à Paris, je vous ai dit, je ne l'ai pas fait. Je suis restée à ma barrière. J'observais, tel un documentariste animalier, ce qui se passait dans la fosse. Mais là, non, j'y suis allée. Et puis, je vous ai dit, cette année, je me suis sentie hardcore kid un peu. Je tapais des mouvements et tout. J'observais ce que les autres y faisaient. Ça fait des années que je m'entraîne. Mais bon, un jour, je vais assumer. Je vais mettre la casquette à l'envers et je vais faire du two-step assumé. En tout cas, bref, voilà, Knocked Loose, j'ai adoré mon top 2 de mes concerts préférés du Hellfest 2025. Le numéro 1, pour ceux qui me connaissent un minimum ou qui me suivent sur Instagram, je pense que vous savez très bien. Et vous savez très bien que ce n'est absolument pas subjectif et que c'est mon cœur qui parle. Motionless in White. Voilà, on peut passer au suivant. Non mais, c'est littéralement mon groupe préféré. Je les attendais au Hellfest, j'espérais trop qu'ils y soient. Je les avais vus à Nancy quelques jours avant et je les ai vus à Lille quelques jours après. Donc je me suis fait une grosse dose de Motionless in White en ce mois de juin 2025. Et je les avais jamais vus en festival du coup. Et particulier, il faut se les encaisser les slammers parce que même problème qu'avec Lorna. Alors, un peu différent. Sur Lorna, je pense qu'il y en avait encore plus. C'était vraiment l'autoroute du slam. C'était un enfer, je vous l'ai dit. Mais il y avait du monde pour porter. Il y avait quand même pas mal de grands gaillards, etc. Il y avait des gens qui, comme moi, ont décidé de se mettre dos à la scène et de s'occuper des slammers. Pour Motionless in White, c'est un peu plus délicat. C'est-à-dire que la fanbase, c'est beaucoup de filles jeunes, donc parfois petites, parfois très minces, etc. C'est pas le profil qui porte beaucoup. Les slammers, j'entends. Et surtout, le peu d'hommes qu'il y avait, ils accompagnaient madame, en général, et ils protégeaient madame. Donc, ils avaient déjà les bras pris. Ils ne portaient pas. Donc, il n'y a absolument personne qui portait les putains de slammers pendant Motionless in White. Et moi non plus. Moi non plus, parce qu'il n'était pas question que je fasse comme à Lorna, que je me ruine mon concert pour porter des slammers. Donc, j'ai assumé de les ignorer. Et vous savez ce qui se passe quand vous ignorez les slammers? Vous les prenez dans la tronche, en fait. Voilà. Et vous tombez, je suis tombée 3 fois. Il y avait une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant qui était calée à la barrière devant moi et je me prenais les roues et le métal du siège en fait. Quand il y a un slammer qui du coup me frappait sans faire exprès, mais que je me prenais un slammer et que je tombais, ça arrivait 3 fois, je me ramassais les jambes, les genoux, les bras dans le siège, c'était pas très agréable. Et j'espère que la personne, je l'ai pas fait trop mal non plus, mais bon, je faisais ce que je pouvais. Mais moi voilà, le siège là, je l'ai bien senti quoi. C'était pas très agréable. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas laissé les slammers me gâcher Motionless. Voilà, j'ai adoré. Donc après, moi, je sais pas si la prestation était spécialement exceptionnelle. Je suis mal placée pour juger parce que j'aime trop ce groupe, en fait. Donc dites-moi si vous avez vu Motionless in White, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de les voir dans un contexte de festival, un peu show à gros budget avec des grosses flammes et tout. C'était trop cool, c'était trop bien. Et voilà, et c'était le highlight de mon dimanche et de mon fest, de voir mon groupe préféré dans un contexte de festival. C'était trop.
Et j'en ai fini, du coup, pour mon classement de tous les groupes que j'ai vus au Hellfest. Je vais vous faire une petite conclusion et puis on va se laisser. Bon, vous aurez compris que pour moi, ce fest, c'était plutôt beaucoup de confirmation de coups de cœur, de groupes que je connaissais déjà, que de découvertes. J'ai eu assez peu de coups de cœur découvertes, contrairement à l'année dernière. Mais écoutez, c'est appréciable aussi. Ce que je note également, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est qu'il y a eu quand même 2 jours qui étaient très creux pour moi, vendredi, samedi, et 2 très très remplis, jeudi, dimanche. Et ça, c'est à cause de leur propension à faire des journées à thème. Et moi, je me révolte contre ça. Et Hellfest, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose, si vous regardez cette vidéo. Non mais je vais rien leur apprendre en vrai, mais je vais quand même donner mon avis. Je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que si vous voulez vendre vos passes 4 jours, vous avez tout intérêt à disséminer sur les 4 jours tous les groupes qui se ressemblent et qui peuvent plaire aux mêmes personnes. Ça me paraît quand même logique. Parce qu'en faisant ça, en faisant des journées à thème, les gens qui n'aiment pas absolument tout se retrouvent avec des journées où ils ont plein de clashs parce que tous les groupes du même genre sont programmés tel jour, le même jour, et d'autres journées avec rien du tout parce que c'est que des thématiques qui vous parlent pas, comme le vendredi c'était très orienté punk, groupe féminin, donc là heureusement ça m'a un peu sauvé ma journée, quelques groupes féminins dont Kitty. Et il y avait aussi beaucoup de thrash metal, je crois. Donc voilà, que des trucs, moi, et de folk, oh là là, et de folk. Ensuite, vous avez compris que c'était un Hellfest très chaud. Il n'a pas plu du tout, ce qui est assez rare, je crois, au Hellfest. Tant mieux, parce que la boue, c'est pas cool. Mais là, il faisait vraiment très très chaud. Le vendredi, c'était très difficile. Du coup, je me suis occupée autrement. Et si ça vous intéresse, j'ai donné un entretien d'une demi-heure à la Hellfest TV, à Trinity, qui est la présentatrice de cette émission. Tous les jours, en fait, pendant 4 heures, je crois, de 16h à 20h, elle faisait des interviews de groupe, des interventions avec des influenceurs, des trucs comme ça. Et moi, m'a demandé de donner un petit entretien parce qu'elle aime bien ma chaîne. Elle m'a dit 1 an et demi, 2 ans qu'elle suivait ce que je faisais et elle a eu l'idée de m'inviter. Donc j'étais très ravie. Kitty nous fait le plaisir d'être avec nous. Elle m'a même donné une serviette au cas où je me noie dans ma sueur. Et justement, l'affiche de cette année, je vois ta casquette. Ouais, je sais déjà, j'ai déjà vu tes stories. Et donc j'ai vu un petit peu le backstage du Hellfest, c'était trop cool. On m'a emmené en petite voiture de golf là, c'était trop cool. Puis j'ai rencontré que des gens adorables, des gens connus en plus, que moi je connaissais pas, mais on m'a dit derrière chez Chounet, The Iron Quest, Crocopine, des gens un peu en place quand même. Donc ouais, tous adorables, j'ai passé un très bon moment et ça m'a aidé à occuper un peu ma journée du vendredi qui était très vide, vous l'aurez compris. Si ça vous intéresse, je mets un lien vers la chaîne Twitch du Hellfest où vous pourrez trouver ce fameux live, ce petit entretien que j'ai donné à la Hellfest TV. Ensuite, j'ai fait une petite observation en observant mon top 10 des groupes que j'ai préférés cette année au Hellfest 2025. Je vous ferai un petit short YouTube avec mon top 10 comme j'avais fait l'année dernière pour résumer un petit peu. J'ai observé qu'il n'y a que des groupes en core, à part Korn. Il n'y a que du hardcore, du metalcore et du deathcore. Donc voilà, clairement, mes goûts évoluent. Je m'éloigne de plus en plus de ce qui me faisait vibrer avant, qui me fait de moins en moins vibrer. Le post-black, tout ça. Encore pire pour tout ce qui est doom, stoner. Vous savez que j'en ai beaucoup écouté ça. Plus du tout, j'en écoute plus du tout. Et je n'en vois plus du tout non plus en live. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est un peu le fest qui confirme que je suis officiellement une hardcore kid. Non, je plaisante. Il y a quand même une grosse différence entre écouter Nasty et écouter Motionless in White. Donc on va se calmer. Mais j'écoute les deux, ceci dit. Je voulais aussi vous faire 2-3 observations sur le fest de manière globale. Moi, j'ai quand même noté des choses positives. J'ai noté que globalement, il y avait une meilleure circulation sur le fest, à l'entrée, comme à la sortie, comme dans les déplacements, sur site, entre les scènes. Si vous évitez certains endroits critiques où c'est tout le temps bouché, vers les toilettes des main stage le soir, il faut surtout pas passer par là, vers les toilettes qui vont vers la Warzone, tout le temps. Voilà, vous avez des spots critiques comme ça. Si vous évitez cela, franchement, les déplacements sont assez aisés, malgré le monde. Et j'ai eu aucun mal cette année à retrouver mes amis, quand on se séparait, etc. On capte un petit peu mieux. Il y a encore des endroits où ça capte pas le téléphone, mais ça capte un petit peu mieux. Il y a de l'amélioration. Vers la Warzone, c'est pas encore ça. Donc ça c'est bien, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais c'est appréciable. Et puis écoutez, globalement, j'ai pas trouvé
que la mainstreamisation et la rockisation de l'affiche du Hellfest et surtout des têtes d'affiche nuisaient à l'ambiance du fest. Autant l'année dernière, j'avais noté des comportements problématiques qui étaient dus à des gens qui ne sont pas habitués au concert. Je n'en ai pas noté cette année. J'ai trouvé l'ambiance très bonne et tout à fait métal, hein, contrairement à ce que certains disent. Et j'ai kiffé, quoi. Voilà, j'ai kiffé mon fest. J'ai pas noté qu'il y avait plus de touristes à chapeau rigolos que d'habitude, donc tout va bien. Et là maintenant, je croise les doigts pour le 8 juillet, 13h, mise en vente des passes 2026, et j'espère très très fort, on croise tous les doigts, qu'il y aura Bring Me The Horizon en headline. Bon, j'ai certainement oublié plein de choses à dire parce que j'ai filmé cette vidéo déjà dans la chaleur. Hein. Là, je vous assure que sous mes cheveux, là, ça doit pas sentir très bon. Hein. J'ai beaucoup sué avec toutes mes lumières. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu décousue, mais où je m'exprime de manière un peu plus naturelle que dans mes vidéos habituelles. C'est un peu comme si c'était un live au final. Au niveau de mon planning, je pars en vacances fin août, donc il va de nouveau y avoir une pause, mais je vous retrouve sur un rythme normal pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans 2 semaines à partir du moment où je poste celle-là. Donc là, vous aurez une vidéo sur un rythme normal, puis il y aura de nouveau une pause. Après, à partir de mi-septembre, ça reprend normal, hein, jusqu'à juin prochain. Donc, bon, je m'accorderai peut-être une mini-pause à Noël, vous me permettez, j'ai une famille, mais voilà. Voilà pour le planning. Je vous remercie d'être là, d'avoir tenu jusque-là si c'est le cas. Il va vraiment falloir que j'arrête la vidéo, j'ai même du mal à m'exprimer tellement j'ai chaud, tellement je suis fatiguée, je dois dire n'importe quoi. J'ai vraiment peur que la vidéo soit dure à encaisser, vous me direz ça en commentaire, c'est là pour ça. Vous vous abonnez aussi également si vous kiffez. Je parle régulièrement de métal sur la chaîne, hein, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt, je vous laisse lâcher le pouce en l'air si vous avez apprécié mon débrief du Hellfest 2025 et j'ai très hâte de vous faire celui de 2026. Non, parce que ça voudra dire que le Hellfest 2026 est fini. Parce que ouais, je suis encore en dépression post-Hellfest. Souhaitez-moi courage. Allez, ciao, à très vite.